Passiamo ora, la seduta è ripresa. Très bien. Nous reprenons. Nous passons à la deuxième session qui porte sur une question qui concerne de très près nos travaux. L'état des négociations en vue de la conférence des parties sur le climat qui aura lieu, comme vous le savez, entre le 1er et le 12 novembre prochain. Le premier de nos orateurs principaux est le ministre italien de la Transition écologique, Monsieur Roberto Cingolani, à qui je donne la parole. Merci, Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Je vais vous parler pendant à peu près 10 minutes pour vous dire ce qui se passe dans la filière avec le début de la réunion à Naples au début de juillet et jusqu'à la récente réunion pour les jeunes et l'événement Précop à Milan. Et puis avant-hier, au Luxembourg, la réunion ministérielle, les ministres de la transition écologique. Il y a eu pas mal d'évolutions parce qu'à Naples, le principal message était que tous les pays du G20 partageaient l'idée qu'il aurait fallu se mettre d'accord à l'unanimité sur l'objectif, y compris la Chine, l'Inde. Donc l'idée, c'était d'être tous en dessous des 2 degrés de réchauffement avant la dernière partie du siècle. Mais il y a quelques jours, nous avons pu prendre connaissance du rapport du GIEC et nous avons vu qu'il y avait un retard dans le programme et que le réchauffement devait être de 2,3 degrés. Et donc cela a généré une sorte de sentiment d'urgence. Après Milan la semaine dernière, il fallait donc réaffirmer l'ambition et accélérer l'action. Je crois que ça transparaît dans vos interventions de cet après-midi. Donc, quels sont les 5 points que nous allons communiquer à la COP? D'abord, nous devons garder comme objectif, comme ambition, le 1,5 degré. Une accélération, comme vous l'avez vu. Donc, il y a eu une accélération par rapport à cette ambition. Il y a quelques mois, ça n'était pas accepté. Maintenant, les grands pays qui ont un problème beaucoup plus grand parce qu'ils devront modifier leur stratégie et même eux admettent qu'il faut s'en tenir en dessous des 2 degrés. Donc nous espérons pouvoir réaffirmer l'ambition de 1,5 degré à la COP 26. Avant l'intervention des divers parlementaires, bon, vous savez très bien que le G20 représente environ 4,8 milliards de personnes dans le monde qui produisent à peu près 80% des émissions de gaz à effet de serre. Mais la COP26 incarne plus, enfin représente plus de 109 pays. Donc 3 milliards de personnes supplémentaires qui ne produisent pas autant d'émissions de gaz à effet de serre, mais qui n'ont souvent pas accès à l'électricité et qui n'ont même pas de combustible propre pour cuisiner. Donc, il y a une modification de la définition de transition écologique elle-même selon l'endroit où vous vous trouvez. Donc, c'est quelque chose qui est devenu très clair et qui est admis communément par tous. On ne peut pas séparer la stratégie pour le changement climatique. On ne peut pas la remplacer par une stratégie pour réduire les inégalités. Si on ne fait pas les 2 choses de front, ce sera un échec. Autre attente, la tarification du carbone. Donc, comment est-ce qu'on va équilibrer le marché? Parce qu'il y a des pays qui produisent, qui ont des industries qui sont intensives, à fort coefficient de carbone.
et comment donc affronter ce problème, surtout en ce qui concerne la production basée sur le charbon. Certains pays vont beaucoup plus vite, ont un horizon à 2025, d'autres à 2030, 2050. Si un grand pays atteint un pic 5 ans après un autre, il y aura un déséquilibre mondial avant la fin du XXIe siècle et tous les pays ne seront donc pas en mesure de réaliser les objectifs de l'accord de Paris. Un autre problème pour la COP26, c'est la subvention des technologies à base de charbon. Cela doit être réduit, mais les pays adoptent des stratégies qui sont différentes. Il n'y a pas de consensus mondial. Nous savons que nous devons le faire, mais les calendriers et les échéanciers sont différents. Donc comment opérer cette transition en assurant la neutralité technologique qui est absolument nécessaire? La production d'énergie dans les différents pays est soumise à des stratégies différentes selon le pays et la neutralité est quelque chose sur quoi on a un objectif commun, mais il n'y a pas de moyens homogènes pour y parvenir. Le troisième pilier de la discussion, c'est l'adaptation, la perte et les dégâts, les dommages. Alors, l'adaptation, on en a beaucoup parlé parce qu'il faut opérationnaliser le réseau de Santiago pour les pertes et les dommages. Les événements catastrophiques extrêmes dans certains pays peuvent causer des changements radicaux et ça peut amener des problèmes énormes. Donc les interventions doivent être immédiates. Ce n'est pas le cas dans les pays les plus riches. Donc cet effort doit être rendu opérationnel rapidement. Le quatrième pilier de la discussion a trait aux règles, à la gouvernance, aux capacités d'obligation réditionnelle et plus généralement à l'article 6. Donc, les contributions déterminées au plan national doivent être basées sur des tableaux extrêmement clairs et transparents. Il faut un système unifié, transparent. Parce que dans le cas contraire, nous échouerons, nous n'aurons pas une évaluation mondiale de la situation. L'Europe, par exemple, cible le cadre de transparence européen, mais ce n'est pas seulement l'Europe, parce que l'Europe ne produit que 9% des gaz à effet de serre. Donc il faut que ce soit au niveau mondial, pas seulement européen, pour pouvoir protéger les pays les plus pauvres. Nous avons besoin d'un tableau d'établissement de rapport qui soit commun pour les gaz à effet de serre. C'est quelque chose que on devra définir à la COP26. Il y a eu un consensus assez général sur ces concepts pendant nos discussions. Je peux garantir que au G20 à Naples, à la pré-COP à Milan et au sommet pour les jeunes à Milan et avant-hier encore, il y a eu un consensus sur cette question. Mais la question, c'est de savoir maintenant comment appliquer tout cela. C'est une question d'algorithme, d'aspect technique, mais j'ai l'impression que tout le monde est d'accord. Il y a consensus et ça, c'est important. Et enfin, un dernier point, la finance. À Paris en 2015, les pays riches avaient promis de mobiliser 1 milliard de dollars par an pour soutenir 1 million de dollars par an pour soutenir les pays vulnérables et pour réduire les inégalités. Jusqu'à présent, on a atteint à peine 60 millions. Et les économies, évidemment, ont toutes pâti de la Covid-19. Et il y a 2 jours au Luxembourg, les ministres européens se sont mis d'accord sur le fait que nous devons réaliser les 100 milliards. Tout le monde est d'accord, les États-Unis aussi. Il n'y a pas de discussion là-dessus, il n'y a pas de question. Mais nous savons que ce montant n'est pas suffisant. Les 3 milliards de personnes dont nous parlons dans 100 pays environ, 100 milliards, c'est rien du tout. Donc on est parfaitement conscient du fait que ces 100 milliards seront simplement une étincelle, un fond d'amorçage. Il faudrait pouvoir faire levier pour mobiliser au moins 3 fois plus. Donc il faut un effort à l'échelle d'un trillion pour arriver à un résultat. Comme vous savez, un trillion, c'est 1000 milliards. Donc il faudrait pouvoir, avec 1 milliard, mobiliser 1 trillion.
Donc évidemment, il faut passer par les fondations philanthropiques, le secteur privé, les fonds gouvernementaux. Il faut drainer ces fonds. Il faut vraiment donner un élan à cette mobilisation de fonds. Le dernier point, c'est qu'il faut repenser l'architecture financière mondiale. C'est absolument nécessaire aujourd'hui pour vraiment contribuer de façon plus efficace à réaliser nos promesses. Et là encore, ces partenariats public-privé, c'est traiter de manière adéquate les pays hautement endettés et puis également tout ce qui est budgétaire, surtout dans le domaine de la finance climatique. Donc, ces réunions ont été très efficaces. Moi, j'ai eu l'honneur d'être président du G20 en ce qui concerne l'environnement et l'énergie à Naples. J'ai pu constater des progrès radicaux, mais je vois que nos ambitions, cela ne fait qu'augmenter nos ambitions, telles que nous les avons définies il y a une semaine à Milan et avant-hier au Luxembourg. En tout cas, la position européenne était fort claire. Il faut que tout cela puisse être concrétisé. Ça va demander beaucoup de travail et les conditions préalables me paraissent tout à fait prometteuses. Voilà où nous en sommes. Merci. Merci. J'invite maintenant le conseiller spécial auprès du secrétaire général des Nations Unies sur l'action climatique et sous-secrétaire général pour l'équipe de soutien sur les changements climatiques, Selwyn Hart. Cette intervention a lieu à distance. Merci, Monsieur le Président. Bonjour de New York. Bonsoir à vous qui êtes en Italie. C'est un plaisir de rencontrer le ministre Cingolani. Je le remercie de son leadership en tant qu'hôte et à la présidence du G20. Mais attends, merci du travail que vous avez fait avant la COP dans les négociations. Il nous reste 3 semaines avant la COP 26. C'est la conférence climat la plus importante depuis Paris. Il va s'agir d'une conférence décisive pour l'humanité et la planète. La science nous dit, comme le ministre vient de le dire, que nous avons de moins en moins d'opportunités pour éviter les pires impacts de la crise climatique. Et la COP 26 doit constituer ce moment, le moment où le monde accélère les progrès à grande échelle, accélère pour combler le fossé en termes d'atténuation, de financement pour l'atténuation et l'adaptation. Bien sûr, la COP 26 n'arrive pas toute seule. Cette COP 26 a lieu dans le contexte de la pandémie mondiale, mais également dans le contexte d'une reprise mondiale inégale et dans le contexte de l'inégalité des vaccins, mais également dans le contexte d'une crise budgétaire à venir, menaçante dans de nombreux pays du monde, de pays en développement. Malheureusement, ces questions ont entraîné un effondrement de la confiance entre les pays développés et en développement. Je me félicite d'avoir vu les semaines passées, au cours des séances pré-COP auxquelles j'ai assisté à des débats francs, ouverts. Je m'en félicite. Les ministres ont été en mesure de combler ce déficit de confiance qui existe entre les pays développés et en développement. On a également vu les impacts sans précédent et catastrophiques de la crise climatique dans tous les continents, dans toutes les régions et dans tous les pays. L'année passée, seulement 30 millions de personnes ont été déplacées à cause de catastrophes liées au climat. Et c'est 3 fois plus que le nombre de personnes déplacées à cause des guerres et des violences.
Cela nous montre que ces impacts vont être de plus en plus graves et fréquents et ils seront plus durement ressentis dans les pays et les communautés où les personnes sont en situation de fragilité et de vulnérabilité. La bonne nouvelle, c'est que nous savons ce qu'il faut faire. Le monde a les outils financiers et écologiques pour faire ce qu'il doit faire. Et nous avons un cadre multilatéral pour mobiliser l'action. Je pense à l'accord de Paris. Donc, le secrétaire général a mis l'accent sur 3 priorités. 3 priorités d'ici la COP26 qui nous aideront à donner au monde un récit qui montre que nous sommes sur la bonne voie pour atteindre l'accord de Paris. Tout d'abord, maintenir l'objectif 1,5 degré. Nous devons atteindre cette cible d'1,5 degré. Donc, nous devons tout faire. Les engagements nationaux actuels, les contributions nationales, les NDC qui seront présentés, mettent le monde sur une voie de 2,7 degrés de réchauffement. Trajectoire 2,7 degrés, c'est inacceptable. Nous devons faire en sorte que tous les pays du G20, qui représentent 80% des émissions mondiales, comme l'a dit le ministre, nous devons faire en sorte que tous ces pays du G20, à Glasgow, fournissent des NDC plus ambitieux, nouveaux. Certains ont resoumis les mêmes NDC qu'à Paris, qui sont insuffisantes. Nous avons besoin de votre aide pour pouvoir échanger avec le plus de pays possible pour les encourager à proposer des contributions NDC plus ambitieuses. Glasgow doit également montrer, signer la fin. Donc, le président de la Chine, au cours de l'Assemblée générale, a dit que la Chine mettra un terme au financement du charbon. C'est ça auquel il faut mettre un terme, au charbon. Donc, des entreprises coréennes et japonaises ont dit qu'elles mettront un terme au financement de l'industrie du charbon dans le monde en développement. C'est très utile. Nous nous en félicitons. Mais on a besoin de davantage d'engagement plus ferme de la part des pays, sur sortir du charbon, de la consommation nationale du charbon. Voilà, ça c'est un des objectifs essentiels de Glasgow. À Glasgow, on doit également avoir une feuille de route portant sur le fossé en termes d'atténuation entre les NDC des pays et le fossé, les NDC et l'objectif 1,5 degré. Nous devons combler ce fossé. L'accord de Paris dit à l'article 4 que les pays n'ont pas besoin de soumettre des NDC tous les 5 ans, mais peuvent soumettre un plan climatique ou un NDC à tout moment. Certains pays, par exemple, au cours des 2 derniers jours, la Turquie et les Émirats arabes unis, ont proposé des engagements émissions zéro net d'ici 2050. Les pays doivent être encouragés à soumettre des NDC après Glasgow s'ils n'ont pas suffisamment de temps pour mettre la dernière main à de nouvelles NDC plus ambitieuses. Donc, nous espérons pouvoir avoir un ensemble incroyable qui montre au monde que l'objectif 1,5 degré de l'accord de Paris reste notre objectif principal. Nous avons besoin de votre appui pour atteindre cet objectif. Deuxième objectif du secrétaire général, le financement. Les 1 milliard de dollars, l'engagement fait en 2019, c'est un symbole de confiance dans le processus climatique multilatéral.
Donc, on a parlé des investissements nécessaires pour appuyer la résilience, l'atténuation dans le monde en développement, comme le ministre l'a dit. D'après l'OCDE, il nous manque 20 milliards de dollars sur les 100 milliards de dollars promis. Nous devons tout faire pour encourager les pays, y compris l'Italie. Nous allons vous encourager également à renforcer vos financements, vos engagements en termes de financement public pour pouvoir montrer que le fossé entre la réalité et les 100 milliards se comble et qu'ils seront alloués aux pays en développement. Enfin, sur la question de l'adaptation et de la résilience. Malheureusement, et c'est la troisième priorité du secrétaire général, nous devons être très honnêtes avec nous-mêmes. L'adaptation reste l'aspect négligé de l'équation climatique. Après plus de 30 ans de débats multilatéraux sur le climat, l'appui à l'adaptation et la résilience représente 25% des financements climatiques totaux. Dans l'accord de Paris, une promesse a été faite au monde en développement, disant que l'appui à l'atténuation et à l'adaptation serait équilibré, étant donné le caractère urgent de la crise climatique et le caractère urgent de l'impact du climat sur les pays vulnérables, les petits États industriels en développement, les pays vulnérables. Aux Nations Unies, on estime que le coût de l'adaptation pour le pays en développement s'élève à 70 milliards de dollars par an. Donc, je tiens à souligner qu'il est essentiel de renforcer le financement pour la natation dans les pays en développement vulnérables. C'est ce que le secrétaire général a demandé aux donateurs. Allouer au moins 50% de leur financement public à l'adaptation et à la résilience dans les pays en développement. L'échec à atteindre nos objectifs en termes d'adaptation et de résilience entraînera des pertes de vie et de moyens de subsistance dans le monde en développement. Cela entraînera des instabilités dans des pays déjà fragiles. Donc le monde a une obligation morale en termes d'atténuation à l'appui des pays les plus vulnérables. Le Danemark, la Suède et les Pays-Bas se sont engagés à fournir au moins 50% de leur appui climatique à l'adaptation et la résilience. Nous savons que d'autres pays, comme l'Italie et l'Union européenne, vont également lancer un signal très positif aux pays en développé. On a besoin de l'Italie et de l'Union européenne. Ils doivent se faire entendre auprès des banques multilatérales de développement, encourager ces institutions à être plus ambitieuses en termes de changement climatique. Il est préoccupant de voir qu'au bout de 10 ans, nous sommes ciblés, depuis 10 ans, nous sommes ciblés, donner des cibles climatiques, mais $1 de financement climatique, moins d'$1 de financement privé pour $1 investi. Donc, les banques doivent davantage jouer leur rôle. Nous espérons que l'Italie, en tant que partie prenante, encouragera les banques multilatérales à aller dans ces directions. Le secrétaire général est convaincu que le succès, pour réussir, nous avons besoin de tout le monde. L'Italie, la région Europe doivent jouer un rôle clé pour combler le fossé entre les pays développés et en développement. Voilà, ça c'est la voie à parcourir d'ici Glasgow. On doit réaliser les missions du G20 et travailler auprès des PUDS, des pays en Afrique les moins développés, dans les régions reculées des Caraïbes. Il s'agit d'un processus multilatéral, comme l'a dit le secrétaire général, qui implique de très nombreux pays qui ont différents intérêts. Donc,
Nous souhaitons le plein succès de Glasgow, mais également du sommet des dirigeants du G20 auquel participera le secrétaire général. Nous attendons. Voilà. Nous espérons que l'Italie jouera son rôle de leader et tirera parti de Glasgow pour combler le fossé de financement en termes d'adaptation à l'atténuation du changement climatique. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci. Très bien, nous passons maintenant au débat. Je vous rappelle que vous avez 2 minutes à votre disposition. Alors, Angelo Farrugia, président de la Chambre des représentants de Malte, dans un premier temps, à la parole. Allez-y, monsieur. Merci, monsieur le président. Le changement climatique constitue la principale menace pour notre avenir. Je me félicite d'avoir entendu monsieur Roberto Cingolani, mais également le Conseil spécial auprès du secrétaire général des Nations Unies. Malte est un petit État insulaire et des cibles contraignantes à atteindre d'ici 2030 et 2050. Nous avons ces instruments juridiques pour lutter contre le changement climatique comme l'accord de Paris. Malte a adopté une loi sur le changement climatique pour limiter les émissions de gaz à effet de serre, favoriser les puits et les réservoirs carbone. Cette année, nous nous sommes engagés pour la décarbonation qui implique une stratégie de développement bas carbone. Je rappelle l'importance du CP1, l'Association des parlementaires et l'atelier changement climatique auquel j'ai participé à Nairobi au Kenya en partenariat avec le PNUE. Donc, nous avons débattu des défis associés au changement climatique. Nous avons proposé une boîte à outils pour les parlementaires. Cette boîte à outils a été conçue en collaboration à l'usage des gouvernements et des organisations internationales. Nous avons compris quelles étaient les mesures à prendre pour diminuer les émissions dans le secteur du logement, des déchets, de l'agriculture, du transport, etc. Voilà, cette approche sur plusieurs volets permet de lutter contre le changement climatique. Donc, Malte, en tant que petit État de la Méditerranée, souhaite donner l'exemple. Merci beaucoup. Ensuite, monsieur Bernard Dilla, vice-président de l'Assemblée nationale de la République centrafricaine. À vous, monsieur. Est-ce que M. Bernard Dilla est présent? Je donne la parole à Alice Mary Higgins, membre du Sénat de l'Irlande. Allez-y, madame. Micro, s'il vous plaît. Nous savons que nous devons élaborer des mesures efficaces pendant la COP26, reflétant les responsabilités communes et différenciées, et également réaffirmer l'ambition 1,5 degré et des actions pour empêcher tout obstacle à la réalisation de cet objectif. Également, adaptation et remboursement et compensation pour les pertes et dommages.
Il ne faut pas non plus que l'action soit entachée par des anciennes dettes. Et il faut pouvoir sortir de l'utilisation des combustibles fossiles. Et les profits liés au droit de la propriété ne doivent pas être un obstacle. Il faut passer par des partenariats privés-publics. On ne peut plus se permettre de poursuivre selon un scénario de routine. Il faut également inclure les nouvelles industries numériques dans nos calculs et dans nos mesures. Réaffirmer les droits à la santé. L'action pour la justice climatique, au titre de l'article 6, doit être renforcée avec, par et pour les peuples autochtones et les jeunes, basée sur la solidarité et le droit à la survie. Donner la parole aux représentants des peuples sur cette magnifique planète. Nous avons une responsabilité d'être courageux et d'agir. Merci. Grazie. Merci. Ankura Okala, premier vice-président de l'Assemblée nationale du Niger, a la parole. Ancora Okala. Passiamo avanti. Il n'est pas là, je continue. Ah, essayez d'appuyer sur le bouton jaune pour prendre la parole. Merci. Merci, Monsieur le Président. La délégation du Niger se félicite de prendre part à ce débat et se propose d'intervenir sur deux sujets d'importance majeure du présent débat sur la lutte contre les effets néfastes du changement climatique. En premier lieu, l'initiative de la Grande Muraille verte en Afrique. Ce projet concerne l'ensemble des pays de la bande sahélo-sahélienne qui nous intéresse au plus haut point, d'une part, parce que sa mise en œuvre contribue à reverdir le désert et à restaurer l'environnement. Et d'autre part, il donnera une opportunité d'emploi à des milliers de jeunes chômeurs, toute chose qui boostera les économies après deux années de marasme dû à la pandémie du Covid. En deuxième lieu, la multiplication des catastrophes constatées les 10 dernières années n'épargne pas les pays de la bande sahélienne. Et malheureusement, la prise en charge de ce phénomène par la communauté internationale n'est pas à la hauteur de nos attentes. La COP26 doit nécessairement prendre en compte les inquiétudes des victimes de ces catastrophes dans la programmation des activités. Quant à nous, nous allons veiller, quant à nous parlementaires, notre rôle à nous est de veiller à initier des lois dans ce cadre, veiller à l'action du gouvernement et animer et sensibiliser les populations pour une prise en compte, pour une prise en conscience de ce changement climatique. Merci, Monsieur le Président. Merci. Je donne la parole à Raoul Bolaños Cachogue, président de la Commission environnement du Sénat du Mexique. Merci, Monsieur le Président. Je vais m'exprimer en espagnol. Bon après-midi à tous les parlementaires présents. Au nom de la délégation mexicaine que j'ai l'honneur de diriger, je suis heureux de vous présenter les mesures que nous avons prises pour préparer la COP26. La pandémie a été un défi pour tous les pays, mais indéniablement, elle l'a été davantage pour les pays les plus pauvres, les pays émergents, qui ont dû affronter des difficultés beaucoup plus importantes, comme l'accès aux vaccins, les difficultés économiques et alimentaires. Chaque année, nous nous réunissons pour essayer de prendre des engagements
en ce qui concerne le réchauffement de la planète. Et je dois dire que nous n'avons pas fait de progrès. Le changement climatique exacerbe les injustices présentes au sein de nos sociétés. Les pays qui contribuent le moins aux émissions au niveau global sont les pays les plus vulnérables aux effets du changement climatique. Les pays du Sud n'en sont pas moins engagés en ce qui concerne la réduction des émissions, mais il faut bien montrer que aujourd'hui, les coûts sont de l'ordre de 346 000 millions de dollars annuels à l'heure actuelle et encore plus d'ici à 2050. Le Mexique améliore ses politiques publiques pour répondre aux engagements internationaux en matière de changement climatique. Nous travaillons main dans la main avec la communauté internationale. Et les pays développés doivent s'engager à réaliser les objectifs. Nous le devons aux générations futures. Merci. Grazie. Merci. Marcos Pereira, membre de la Chambre des députés du Brésil. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je vais m'exprimer en portugais. A cooperação interamericana, interparlamentar, é indispensável para o êxito de ações e iniciativas em face. La coopération est indispensable pour faire face aux défis de la communauté internationale. La durabilité est un élément important pour la Chambre des députés du Brésil. Nous appuyons les efforts mondiaux en faveur du climat. Les engagements adoptés par le Brésil sont importants dans ce domaine au titre de la Convention cadre des Nations Unies et de l'accord de Paris. Ce sont des mesures qui, aujourd'hui, sont à l'étude au sein de nos parlements et qui se réfèrent à l'impact des contributions déterminées au niveau national pour le Brésil. Nous avons accepté de payer les services environnementaux et pour la conservation de la biodiversité au Brésil. La Chambre a approuvé la distribution d'énergie propre. Et en outre, on a adopté des mesures pour instituer un marché du carbone dans le pays. Donc la bourse du carbone. Et l'on a également examiné le protocole de Kigali pour la réduction de l'impact du changement climatique. Nous essayons également de réduire le système de brûlis, qui est une pratique habituelle au Brésil, et également les mesures pour réduire les feux de forêt. Donc, il y a une attitude de surveillance, de proposition très ouverte à la coopération au Brésil. Nous espérons que le Brésil pourra réaliser des progrès importants au service de la communauté internationale pour contribuer utilement à la résolution de cette crise urgente provoquée par le changement climatique. Merci. Je donne la parole à Norenum Farouk Ibrahim, membre de l'Assemblée nationale du Pakistan. Merci. Une coopération interparlementaire forte est cruciale pour trouver des solutions au niveau international qui assurent que tous les pays puissent répondre à des défis inéluctables. Nous lançons un appel à tous les parlementaires pour qu'ils s'assurent que dans leur pays, les engagements climatiques nationaux et internationaux soient examinés de façon transparente, soient amplement débattus. Les pays en développement n'ont pas toujours les capacités ou les ressources pour lutter contre le changement climatique, mais leur part dans les émissions de gaz à effet de serre est quand même faible, toutes raisons pour lesquelles les pays développés devraient aider les pays en développement.
des fonds seraient nécessaires pour demander à des consultants de s'occuper de l'élaboration de documents détaillés. Nous sommes en faveur de l'objectif zéro réchauffement d'ici 2050. Pour l'instant, tous les facteurs n'ont pas été pris en compte dans les négociations internationales, en particulier l'industrie de l'aviation, les transports maritimes, etc. Le changement climatique est une menace également pour la sécurité alimentaire mondiale et toute réduction de la biodiversité liée au changement climatique réduit les récoltes et nous réserve des pénuries alimentaires. Donc il faut aider à la transformation des différentes méthodes, les méthodes modernes et les pratiques culturelles pour essayer de lutter contre le changement climatique dans nos pays. Merci. Merci beaucoup. Je donne la parole à Karoula Kantantari du Parlement grec. Merci. Posso chiedere di mettere la mascherina e cambiare microfono? Se può cambiare postazione perché... Il y avait une interférence dans le micro de madame qui va donc changer de place. OK. Thank you, Mr. President. Merci, Monsieur le Président. Le dernier rapport du GIEC décrit de façon très correcte la situation actuelle en ce qui concerne le changement climatique. L'on y affirme que tous les moyens doivent être mis en œuvre pour limiter le réchauffement mondial. D'autre part, la FAO, l'Organisation de l'alimentation et de l'agriculture des Nations Unies, fait un rapport sur la situation des systèmes alimentaires. 40% de la population mondiale n'a pas les moyens pour se permettre une alimentation saine. Et ce, à cause des impacts du changement climatique. Le dernier rapport montre que la biodiversité est à risque et que ce déclin de la biodiversité devrait s'aggraver. Tous ces rapports confirment que le monde est soumis à une triple menace: changement climatique, insécurité alimentaire, perte de la biodiversité. La réponse est simple. La transition vers de nouvelles économies avec de nouveaux modèles de développement, une modification des habitudes des consommateurs et des méthodes agricoles, une protection de l'environnement et une restauration des écosystèmes. Tout cela pour réaliser les objectifs climatiques. Et pour cela, il faut que les gouvernements, le secteur privé, la société civile travaillent ensemble pour diminuer l'impact du changement climatique dans nos vies. Merci. Merci à vous. Je donne la parole à Erzsébet Schmuck, président du Comité du développement durable de l'Assemblée nationale de Hongrie. Vous avez la parole, madame. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, chers collègues. Merci beaucoup des excellentes présentations qui nous éclairent les points principaux de l'urgence de la crise climatique et la nécessité d'engagements internationaux mondiaux s'appuyant sur la science. D'après le 6e rapport du GIEC sur les informations les plus actualisées, il y a des enseignements à tirer. On ne peut plus se contenter de la routine. Le changement climatique anthropogénique fait déjà sentir ses effets dans toutes les régions du monde. Et la question n'est plus de savoir s'il faut s'assurer à des émissions zéro d'ici 2050 et de limiter le réchauffement de la planète à 1,5. Maintenant, la question, c'est de savoir comment y parvenir. On en a beaucoup discuté dans de différentes enceintes.
On a beaucoup parlé du renforcement des contributions déterminées au plan national, mais il faut reconnaître que ce n'est pas suffisant. Il est déjà évident que sans de nouveaux engagements de la part des pays, individuellement et collectivement, on ne réussira pas à lutter contre le changement climatique, ni à le réduire. Notre Parlement a passé une loi, adopté une loi climatique, mais je dois dire que nous sommes très loin des mesures qui seront nécessaires pour donner suite au rapport du GIEC. Heureusement, il y a quand même des campagnes de sensibilisation du public qui font que les gens se font entendre maintenant et préconisent des mesures beaucoup plus contraignantes pour arriver à ces résultats. Et je pense qu'il faut répondre à leurs attentes en tant que parlementaires. Nous sommes tout à fait d'accord sur le projet de document pour notre réunion. Merci. Konstantin Kozachev, président adjoint du Conseil de la Fédération de Russie. Vous avez la parole. Monsieur le Président, chers collègues, la Russie a réussi à s'acquitter de ses obligations au titre du protocole de Kyoto et a adopté l'accord de Paris. Nous avons fixé des objectifs nationaux pour la réduction des émissions. D'ici à 2030, le niveau devrait être inférieur ou non supérieur, en tout cas à 17% du niveau de 2019. 2. Notre pays considère que l'accord de Paris est un instrument fiable pour la résolution des problèmes à long terme. Nous sommes d'accord sur les règles pour la mise en œuvre de cet accord de Paris et cet accord est devenu un document de plein droit, un document de travail de plein droit. 3. Malheureusement, durant la 25e session de la COP, donc de la Convention 4 sur le changement climatique à Madrid, les participants ne s'étaient pas mis d'accord sur une approche commune pour la mise en œuvre des dispositifs commerciaux et non commerciaux de l'accord de Paris. Nous espérons que cela sera fait à Glasgow. 4. En général, les résultats sur la 52e session des organes statutaires de la Convention 4 qui s'est tenue en juin de cette année virtuellement nous donnent une bonne base pour rapprocher les positions des États membres. 5. La Russie attache une grande importance au train de mesures pour le secteur financier et technologique. Notre pays n'a pas d'obligation juridique au titre de la Convention cadre et de l'accord de Paris de fournir une assistance financière aux pays en développement, mais nous leur fournissons une assistance sur une base volontaire. Et enfin, nous espérons qu'avant la conférence de Glasgow, nous pourrons rapprocher les positions des partis. Merci. Merci, je crois avoir terminé dans les 2 minutes qui m'étaient imparties. E la ringrazio. Merci beaucoup. Katia Regina de Abreu, présidente de la Commission Affaires étrangères. Des NDC annoncé récemment. Le Brésil a un avantage comparatif et a pour objectif de réduire ses émissions de 30% et réduira la déforestation illégale d'ici 2030. Il s'agit d'un pays qui peut respecter ses engagements. Le gouvernement et l'ensemble de l'État brésilien s'est engagé à participer à la COP26 de Glasgow. Nous avons 46%. 46% de notre production électrique provient de sources renouvelables. Voilà, cela. Voilà, nous n'avons pas seulement à miser sur la préservation de l'environnement. Nous devons
miser sur l'agriculture durable. Nous interdisons la déforestation, ce qui a permis de soulever 136 000 hectares au cours des 3 dernières années, ce qui correspondrait. Monsieur le Président, nous disons cela pour dire au monde que nous n'acceptons pas les attaques illégales dont pâtit l'Amazonie. Nous souhaitons le conserver l'Amazonie pour la planète entière. Merci beaucoup. Merci beaucoup. John McCown, l'Irlande. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Au nom de la délégation irlandaise, je dis que c'est un plaisir ici. Je me félicite de voir beaucoup de parlementaires engagés vis-à-vis de l'action climatique. La détermination dans cette salle est très encourageante au cours des négociations. Ces négociations sont très importantes pour notre avenir, donc c'est notre dernière chance pour atteindre notre objectif. On doit s'engager vers les opportunités, le positif, un changement positif dans nos sociétés. Il ne faut pas faire peser un fardeau sur nos sociétés. Je me félicite d'entendre la détermination des intervenants d'aujourd'hui, notamment de mes préopinants iraki, Bernard Dilla. Donc, c'est vraiment encourageant. Donc, nous devons agir. C'est un honneur pour moi d'être ici avec la délégation irlandaise. Nous sommes un petit pays, mais nous avons adopté certaines parmi les lois les plus radicales, positives du monde. En tant que petit pays à l'ouest de l'Europe, nous sommes préparés, déterminés à jouer notre rôle dans cette lutte mondiale contre le réchauffement climatique. On a beaucoup parlé dans les parlements. Pourquoi faire cela? Pourquoi un petit pays comme le nôtre devrait-il mettre en place de telles règles? Mais nous souhaitons être le pays leader parmi les petits pays dans cette lutte. Nous devons donner l'exemple. Je suis convaincu que d'autres pays, y compris dans l'Union européenne, regarderont ce qui s'est fait en Irlande, la législation irlandaise, et que adopteront donc de telles lois et adopteront de telles lois dans leur propre pays. Merci beaucoup. Merci. Faisal Javed, Commission Environnement du Sénat du Pakistan. Le masque, s'il vous plaît. Le Pakistan souhaite réussir et s'engage à la mise en œuvre sous la houlette de son Premier ministre. Le Pakistan est le premier pays au monde à avoir relevé le défi de Bonn, restaurer 350 000 hectares de terre reboisées. Le Pakistan a transformé un très grand nombre d'hectares de terre en forêt. Nous avons planté plus d'1 million d'arbres et maintenant nous sommes engagés à planter plus de 10 milliards d'arbres dans le Pakistan. 1 milliard d'arbres ont déjà été plantés sur ces 10 milliards. L'engagement du Pakistan dans la lutte contre le changement climatique est remarquable. Nous avons atteint nos objectifs climatiques ODD 13, cible de 10 ans avant la date butoir. Le Pakistan a beaucoup fait. Avec notre budget, avec notre projet 10 milliards d'arbres, nous avons promu d'autres initiatives, l'électrification des transports par exemple, la restauration des écosystèmes. Un fonds pour la restauration des écosystèmes a également été lancé au Pakistan. Ce qu'a pu faire le Pakistan, malgré le peu de ressources, devrait encourager d'autres pays. Le Pakistan contribue à hauteur de moins de 1% des émissions de gaz à effet de serre, mais nous faisons toujours partie des 10 pays les plus touchés par le changement climatique. Le Pakistan montre
Donc, l'importance du changement climatique. Voilà, nous investissons et nos investissements sont très importants. Nous avons besoin de l'appui des pays développés en tant que pays en développement. Nous espérons que la COP 26 permettra de très bonnes négociations. Merci. Merci. Alors, est-ce que nos intervenants d'honneur souhaitent répondre? Monsieur le ministre, à vous. Monsieur le Président, merci beaucoup de cette opportunité. 30 secondes, c'est très clair. Il y a un consensus quant à ce qu'il y a à faire. Mais les circonstances locales diffèrent fortement. Et c'est très clair à l'écoute des différentes contributions. Certains pays soulignent l'impact de la Covid, l'impact des événements météorologiques extrêmes liés au changement climatique. D'autres ont parlé de la pauvreté énergétique, d'autres ont parlé de la question de l'alimentation et de la nutrition. Donc le programme est très compliqué, on a un problème multidimensionnel. Nous savons qu'il n'y a pas de solution unique. Si le problème était facile, on l'aurait déjà résolu. Voilà, je pense que tout le monde est d'accord. Quant à l'urgence, on va dans la bonne direction. C'est une bonne chose. Tout le monde fait ce qu'il peut en fonction de ses possibilités et circonstances locales. Je pense que c'est très bien pour la COP26. Nous savons qu'on a besoin d'un effort mondial et je vois qu'il y a beaucoup de bonne volonté pour atteindre notre objectif au cours de la COP26. Merci, Monsieur le Ministre. Selwyn Hart également a demandé à prendre la parole. Allez-y. Merci beaucoup. Monsieur le Président, c'est vraiment très encourageant d'entendre ce consensus qui émane de ces différents intervenants qui représentent différents pays, différents intérêts, différentes circonstances. Nous espérons que cet esprit de consensus et de coopération et de collaboration, eh bien, inspirera vos délégations à Glasgow. On a parlé d'un consensus quant au besoin d'une réponse ambitieuse et urgente vis-à-vis du changement climatique. Vous l'avez tous dit. Vous avez également tous dit que la réponse à la crise climatique doit s'attaquer aux défis en cours auxquels vous faisiez face en ce qui concerne la réponse à la Covid-19. J'ai également entendu un consensus quant au besoin de trouver des résultats équilibrés à Glasgow, permettant d'atteindre l'objectif du scénario 1,5 degré. Alors, on a parlé de la finance climatique avec les 1000 milliards. Voilà, il faudra mobiliser des milliers de milliards de dollars. Beaucoup de pays ont parlé des différents aspects de la crise climatique. Je me suis félicitée de voir comment les questions liées à l'adaptation, à l'atténuation, à la résilience constituent des priorités. Ma demande est la suivante. Il reste 3 semaines d'ici Glasgow. Je vous propose de transmettre ces messages à vos délégations nationales qui se rendront à Glasgow. Vous avez parlé des financements, donc de négociations techniques qui nécessitent un engagement politique des ministres, des délégations pour trouver des solutions. On a besoin de vous pour transmettre ces messages inspirants portant sur l'urgence, l'action, l'ambition à vos délégations qui se rendront à Glasgow. Ça a été un plaisir pour moi de participer à cet événement. Merci infiniment de m'avoir invité. Merci beaucoup à toutes les personnes qui se sont exprimées. Et nos travaux s'arrêtent ici. Merci. Maintenant, nous passons au témoignage.
Comme vous le savez, du 28 au 30 septembre dernier, s'est réunie à Milan l'Assemblée Youth for Climate Driving Ambition, qui a réuni près de 400 jeunes venant des 4 coins du monde, qui se sont réunis pour exprimer leurs propositions, leurs orientations en vue de la pré-COP de Milan et de la COP de Glasgow. Nous avons pensé qu'il était intéressant d'inviter 2 de ces jeunes afin qu'ils partagent avec nous le contenu de leurs propositions qui nous intéressent particulièrement dans nos travaux. J'invite Daniele Guadagnolo à prendre la parole. Merci beaucoup. Merci au président de la Chambre, Roberto Fico. Merci à la présidente du Sénat de la République italienne, Maria-Elisabetta Alberto Casaletti, de nous avoir donné l'opportunité d'être ici aujourd'hui pour présenter les résultats du sommet Youth for Climate et faire en sorte que notre voix, celle des jeunes, soit écoutée. Alors, les priorités absolues pour les 400 jeunes provenant de toutes les régions du monde peuvent se résumer brièvement en 4 points. Premièrement, émission zéro d'ici l'année 2030, grâce à une transition équitable et juste, y compris surtout du point de vue du travail, en accordant la priorité à l'efficacité énergétique, mais également aux énergies renouvelables et aux solutions qui reposent sur la nature. Il faut également mettre en place des politiques d'adaptation et permettant la résilience, pas seulement en ce qui concerne le changement climatique, mais également la durabilité. Point numéro 2, mettre en place dans les écoles une matière portant sur l'environnement et le phénomène du changement climatique, afin que les enfants et les jeunes n'aient pas à rechercher des informations parfois fausses et imprécises sur Internet. Point numéro 3, impliquer les jeunes dans la prise de décision à l'échelon multilatéral, national et local, avec l'appui des États membres, bien sûr, afin de pouvoir renforcer l'action contre le changement climatique. Point numéro 4, faire en sorte que la transition énergétique soit inclusive et diversifiée, c'est-à-dire qu'elle prenne en considération les acteurs non institutionnels et les minorités. Il s'agit là d'une urgence qui a été soulignée à plusieurs reprises. Elle est liée à la création de flux financiers plus transparents et accessibles, appuyés par la loi en termes d'émissions, afin de pouvoir garantir l'égalité des opportunités et l'inclusion des communautés les plus vulnérables. Merci. J'invite maintenant Federica Gasbarro à prendre la parole. Je remercie à mon tour le président de la Chambre, Roberto Fico, le président du Sénat de la République italienne, Maria Elisabetta Alberti Casellati, et toutes les personnes présentes. L'expérience de Milan nous a fait sentir partie de ce processus. Elle nous a permis également de débattre entre nous et de regarder dans les yeux les jeunes qui expérimentent sur leur épiderme les effets dévastateurs des changements climatiques. Et dans ce regard, celui d'un jeune homme du nom de Max, il y avait dans son regard 13 millions de personnes de Madagascar qui souffrent d'insécurité alimentaire, dont 28 000 dans une situation de pénurie grave. Dans les yeux de Valérie, je voyais les visages de cette 80% de la population qui, au Pérou, n'a pas accès à l'électricité. Et je pourrais raconter bien d'autres histoires comme celle-ci. Lorsque nous parlons de crise climatique et d'émissions zéro d'ici à 2030, soit on nous dit que nous sommes des catastrophistes, des Cassandres, soit on nous regarde avec tendresse et une certaine complaisance. Mais la vérité, c'est que c'est de nous que nous parlons, de notre avenir et de nos enfants.
Alors, est-ce que vraiment nous voulons qu'ils pensent que nous n'avons fait que regarder sans agir? Nous avons besoin de nous sentir comme quelque chose qui soit uni à la nature, pas séparé de celle-ci. Car si nous ne prenons pas conscience de cela, nous continuerons à la dévaster. En parlant avec un scientifique du GIEC, il m'a dit que c'est certain, 1,5 degré, ça sera dépassé. Mais en même temps, il m'a confirmé que si nous nous montrons sérieux, si nous nous basons sur la science, nous sommes encore en mesure de faire quelque chose et d'écrire un nouveau final à cette histoire. Cela dépend de nous, nous ici dans cette salle et nous tous qui sommes en dehors de cette salle aussi. J'ai entendu une citation qui m'a particulièrement plu et je vous la répète. Nous rentrerons chez nous en traversant les voies de l'existence, en rencontrant des visages et une humanité qui a besoin d'amour. Nous marcherons sur une terre qui doit être respectée et non exploitée, aimée et non violée. Nous regarderons le ciel et le soleil à travers les nuages pour allumer l'espoir. Nous scruterons les étoiles qui nous permettent de voir dans la nuit. Merci. Merci beaucoup de ces interventions, de ces témoignages. Les travaux de notre réunion pour la première journée se terminent ainsi et je vous remercie tous.